Et en voir de toutes les couleurs, car je me faisais balader tout le temps, comme un écologiste au gouvernement. Je regardais ailleurs et toi tu rouvrais des dossiers que pourtant je croyais classés. Peut-être juste voulu creuser, en fait, riait de moi, mais mon tempérament, comme un écologiste au gouvernement, me poussait à rester mes humiliés. Notamment, je crois qu'approchait une période d'élection. La résilience, c'est ce qui va nous permettre de gérer collectivement tous les sens, et à un moment donné, des ruptures de continuité en fait, majeures. j'aime pas forcément adhérer à quelque chose ou à quelqu'un. Et ça, c'est ce qui va nous donner une chance. Et éventuellement, si je ne fois pas comme à chaque fois, l'information, tu m'as fait je préfère ne pas vraiment y adhérer. Que j'apprécie ou pas, je me dis que faire semblant d'y croire. moi, la négligeable quantité. Non mais c'est Je ferais juste le faire valoir. Je ne te croyais pas, mais je faisais semblant. et Comme un partant de écologiste là, au gouvernement. quand il y a quelque chose Bien qui que j'ai t'intéresse conscience d'être vraiment, mené en bateau, capacité de déconnecter sur la photo. les choix économiques, Entre nous, le création climat se monétaire. déréglait Et en fait, on vraiment. produit Mais une sorte tu de me création répétais, monétaire. on est en marche maintenant. Je voulais me calmer, mais j'entendais beaucoup trop fort. Arthur Keller, bonjour. Bienvenue Bonjour. dans la version stéphanoise de la Fête des Possibles. Cette version est portée par principalement le CTC 42, enfin presque uniquement, et ces satellites qui sont très nombreux puisqu'ils totalisent autour de 76 associations. Voilà. Donc ici, on est dans un des satellites donc, du CTC 42 qui est la Maison Mémérou. Donc Arthur Keller, c'est quelqu'un de bavard qui a énormément de choses à dire, qui a des conférences souvent très longues, très précises, très documentées. Et on n'a pas beaucoup de temps, c'est l'exercice du jour. Donc je te propose d'essayer de réduire un certain nombre de parties que tu as déjà énormément discuté. Quand même en tout premier lieu, qui est Arthur Keller, un petit peu rapidement. Qui est Arthur Keller? Je peux dire ce qu'est Arthur Keller, mais qui est Arthur Keller? C'est une question irrésolue à ce jour. Ce qu'est Arthur Keller, c'est aujourd'hui, parce que je l'ai pas toujours été, c'est un expert des risques systémiques. Les risques systémiques, je l'entends, c'est pas juste des risques majeurs. AZF, c'est un risque majeur, par exemple. Une tornade. Non, ce sont des risques qui remettent en question nos modèles de société. Voilà ce sur quoi je travaille. Et donc derrière, je suis également un spécialiste des stratégies qu'on peut mettre en place collectivement, individuellement aussi, mais surtout collectivement, face justement à ces risques inédits qui vont remettre en question fondamentalement nos modes de vie. Voilà. Donc on peut décider de remettre en question nous-mêmes ou subir. Pour aller vite, on est, je crois, les gens qui sont autour de la Fête des Possibles sont assez d'accord avec ce constat. Donc on peut y revenir très rapidement. L'effondrement de cette civilisation techno-industrielle, le vivant qui est en train de s'effondrer un peu partout, la fonte des glaces, etc., etc. Énormément de signes nous indiquent qu'on est dans un effondrement assez massif. C'est peut-être pas utile de trop insister là-dessus. Non, j'insisterai pas, mais je vais quand même apporter une petite nuance, parce que moi, j'ai encore de la réticence à utiliser le mot « l'effondrement », comme s'il y avait un effondrement. Au niveau de la civilisation, elle n'est pas en effondrement encore, mais elle est en train de... La bête a encore un peu de ressources, quoi. Mais en tout cas, les soubresauts sont là, et c'est sûr qu'elle est moribonde. Voilà. Maintenant, le reste... Il va y avoir pour beaucoup de gens, et je pense, plutôt qu'on ne le pense pour tout le monde, même les ultra-riches, mais bon, ce ne sont pas les premiers à plaindre, mais ça va leur arriver dans les dents aussi, il va y avoir effectivement des effondrements personnels, il va y avoir des effondrements sociétaux, des effondrements locaux, des effondrements individuels, collectifs, différentes natures d'effondrements, et après il faudrait discuter exactement de ce que veulent dire tous ces mots, parce que dans chaque situation, dans chaque cas, la définition de effondrement varie. En tout cas, ce que je pense, moi, c'est qu'au-delà de ça, de ces constats effectifs... Alors, on peut parler d'effondrement de la biodiversité, par exemple. Ça, la biodiversité, voilà. Et encore, même le mot effondrement, je trouve, ne capture pas l'essentiel de cette définition, de cette dynamique. Le vivant est exterminé. C'est une extermination. Consciente voilà. du vivant.
Plus ou moins. Oui, oui. Alors, à l'exception, bien évidemment, des animaux d'élevage, il y en a de plus en plus. Mais à part cela, il y a une véritable une annihilation, un anéantissement de notre fait. Donc, c'est pas « l'espèce humaine est confrontée à un effondrement du vivant ». Non, non, pas confrontée à... On en est la cause. Donc, il y a effectivement certains effondrements dont on peut déjà parler clairement. Par contre, ce que je veux... Voilà, là où je suis positionné, c'est sur le fait que au niveau territorial et peut-être interterritorial, et si on est bon et si on a un peu de chance, etc., peut-être un peu plus large encore, on peut organiser des canaux de sauvetage, de résilience collective suffisamment efficaces pour, localement, en dépit des effondrements, ne pas s'effondrer, ou pas totalement. Voilà. Donc, quelque part, c'est la résilience comme un plan B, comme une voie possible, qui n'est pas en cas d'effondrement, mais qui est bien pour le limiter considérablement. Et dans le flot, pas juste survivre, mais peut-être réapprendre à vivre et y gagner au passage, même si ça passe par des phases compliquées. Pour le moment, au moins, avec des effondrements, il est certain que ça demanderait justement de la résilience, ça demanderait interroger notre façon d'habiter la Terre. C'est assez évident qu'on est quand même globalement totalement inepte par rapport à ça. On continue d'avoir des comportements de prédation absolument féroces et on n'est pas du tout pour le moment dans une logique au moins de freiner la catastrophe qui est en train d'arriver. On va dire non, effectivement. À une nuance ou à une subtilité près, qui est la croissance verte. Qui est que ces gens-là pensent, les adeptes de la croissance verte, pensent déjà que c'est possible. Tu sais, l'homme, je vais te dire souvent comment il fait. Des fois, il est confronté à une nécessité. Il dit « Ah ouais, mince, il y a une nécessité. » Puis à côté de ça, il y a ce qu'il veut. Il y a son choix, sa préférence. Et jamais il n'accepte l'idée que ce serait incompatible. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire serait incompatible avec ce qu'il veut faire. Donc il faut toujours trouver un concept qui amalgame les deux, qui fait que, magiquement, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Il y a ce qu'il faut faire et ce qu'on veut faire, les deux en même temps. La croissance verte, yes! Il faut que ce soit vert, ben oui, il n'y a plus le choix. Mais croissance tout de même. Voilà. L'économie circulaire, c'est un peu pareil. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses intéressantes dans l'économie circulaire. Heureusement, il y a des choses intéressantes. Et pourtant, le paradigme global, c'est il faut circulariser. Mais il faut que ce soit économiquement intéressant. Donc on ne transige pas. Donc voilà, déjà l'homme il est là-dedans, et donc dans ces imaginaires hors sol qui se fabriquent, notamment il y a cette croissance verte qui fait qu'il y en a beaucoup qui considèrent qu'on va freiner. Mais ça c'est la croissance verte, mais il y a aussi tous ceux qui se moquent totalement de cette idée. Enfin tu cites... la tour Khalifa, il y a des tas de choses que fait l'humanité et en abondance encore aujourd'hui, avec un mépris total de ce qu'ils sont en train de raconter les scientifiques en leur disant il faut faire quelque chose. C'est pire que le mépris total. C'est souvent aussi une récupération et une instrumentalisation d'un certain nombre de choses que disent les politiques. Là, tu parles de la Burj Khalifa, qui est effectivement ce building, qui est le plus haut building du monde à Dubaï. On pourrait penser que Dubaï, c'est quand même en bord de désert et qu'il y a beaucoup de sable. On pourrait penser que du coup, il a été fabriqué avec des matériaux locaux. Non, puisque c'est à ça que tu fais référence, j'imagine. Elle a été fabriquée entièrement avec du sable importé d'Australie. Voilà. Donc on est dans des surenchères totalement hors sol et débiles. Mais lorsque tu as les Émirats Arabes Unis qui... c'est l'Arabie, c'est pas les Émirats. Quand tu as l'Arabie Saoudite qui se lance dans ce grand projet Neom / The Line / je sais plus comment ça s'appelle, Trojena et machin. Enfin, ils ont des... Si vous ne connaissez pas, allez voir. Vous allez prendre beaucoup de plaisir. Voilà, ce sont des projets absolument pharaoniques, et notamment cette ville qui s'appelle The Line, qui va faire 170 km de long, le long d'une ligne de, je ne sais plus, 500 mètres de large, 500 mètres de haut, et je ne sais plus combien de large. Bref, passons. Donc, quand ils développent ce type de projet, c'est écolo. C'est présenté comme écolo. C'est durable. C'est à impact carbone zéro, disent-ils. Ça n'a aucun sens, on est bien d'accord. C'est vraiment du foutage de gueule, et du floutage aussi de gueule, parce qu'on floue les concepts quand on les rend flous, et c'est pire, c'est encore pire que de se moquer de la science, puisqu'au final, il n'y a plus rien ne fait sens. Et cette façon de
tordre en fait le vocabulaire, tordre les mots, tordre les syntaxes pour essayer de raconter autre chose que ce qu'on est en train de faire. Ça devient un sport de combat, un sport extrêmement performant. Il y a des scientifiques qui s'en mêlent, il y a de l'IA qui s'en mêle. Et c'est vrai que les pistes sont brouillées et que les gens se perdent souvent là-dedans. Oui, mais alors, à la base, tu parles d'IA. L'intelligence, la vraie, enfin pas artificielle, mais si ça se trouve, c'est aussi le cas pour l'artificiel, faudrait que j'étudie la question. L'intelligence, on n'en manque pas. Hein. Évidemment, on n'est pas tous égaux là-dessus, mais c'est pas la question. Et on n'en manque pas. L'intelligence n'a jamais été ce qui permettait d'y voir clair, d'être juste, de faire les choses qu'il faut et qui vont bien, et de... Ouais, bon, bref. Donc, l'intelligence, selon moi, c'est la capacité des gens à trouver des justifications, éventuellement des argumentations, pour justifier ce qu'ils ont envie de faire, de dire, de croire. Voilà. Donc, et les gens les plus intelligents, ce sont ceux qui sont responsables des pires cochonneries, des pires absurdités, etc. Mais, par contre, ils ont des argumentaires en béton pour le justifier. Et donc, on est un petit peu là-dedans. On a effectivement aujourd'hui des courses en avant débiles, parce qu'on a des moyens à notre disposition, pour l'instant, grâce notamment à toute la révolution industrielle due aux combustibles fossiles, etc. C'est assez récent dans l'histoire. On a des moyens de transformation du monde qui sont absolument inédits et absolument gigantesques, mis au service d'imaginaires, de valeurs, de pulsions qui sont primaires. Voilà. Et l'humain, évidemment, on n'est pas tous égaux, là encore, on ne va pas faire une généralisation de tout le monde, mais globalement, quand même, il y a beaucoup d'humains, et surtout parmi les mâles dominants, qui sont qui sont primaires, qui sont primitifs, qui sont restés primitifs. Voilà. Voilà, tu vois. Donc, c'est pas avec ça qu'on va créer un monde durable. Hein. Ben, c'est beaucoup fondé sur une imprécision qui est certainement consciente, hein, entre la maladie, une maladie qui est en train de ronger l'écosystème Terre jusqu'à peut-être sa perte définitive, ou au moins très importante, et les symptômes de cette maladie. Et c'est vrai que systématiquement, il y a plein de discours, il y a plein de scientifiques, il y a plein d'ingénieurs qui travaillent à essayer de résorber certains symptômes. Et ça suffit. Souvent, les gens se disent « Ah ben ça va, maintenant on sait faire. Si on n'a plus d'eau, mais on va désaliniser. Si on peut choper le carbone dans l'air et puis l'envoyer au fond de la Terre, bon, ben, on va s'en sortir, etc. » On n'arrête pas de nous présenter des solutions qui ne sont toujours que des solutions qui tentent d'amoindrir les symptômes d'une vraie maladie qui est ailleurs. Bon, je vais aller là-dessus parce qu'effectivement, toi, tu le sais, tu l'as compris, c'est sans doute pas le cas de tout le monde qui nous regarde. C'est un des points clés de mes présentations, ça, et notamment quand j'attire l'attention sur la lacune de pensée systémique qui est terrible. C'est parce que cette lacune-là fait que, contrairement à ce que tu as un peu dit tout à l'heure, au début, tu as dit, bon, globalement, le constat, on le partage. Mais même ça, c'est faux, parce qu'on pose une erreur fondamentale de diagnostic, je vais expliquer. Et derrière, en plus, on a une erreur fondamentale de méthode pour s'y attaquer collectivement. Je parle bien d'erreur fondamentale, c'est-à-dire fatale. Et cette erreur, elle est systémique elle-même. C'est-à-dire que tu as plein de gens qui sont extrêmement compétents et qui vont intervenir sur leur sujet de prédilection. Et chacun, évidemment, a plutôt tendance à penser que son sujet, c'est le sujet clé. Et chacun va venir et va souvent dire des choses très intéressantes et des fois proposer des choses très pertinentes pour lui ou pour elle. Et on pense, c'est là qu'est l'approche systémique déconnante et la méthode globale déconnante, on pense qu'en faisant venir, par exemple dans les médias ou sur un plateau télé où il y a une discussion / débat, on ne sait pas trop ce que c'est un débat aujourd'hui, enfin bref, on va faire venir des gens différents, chacun venant avec son expertise et avec ses propositions éventuellement. Et puis on va faire la liste ou la somme de toutes ces choses-là et effectivement on pense qu'on peut s'en tirer. Mais non, mais malheureusement, ça ne fonctionne que pour résoudre des problèmes techniques. Un problème technique complexe peut être, c'est une vision réductionniste cartésienne des choses, peut être décomposée en problèmes techniques plus simples. Ensuite, on résout les problèmes techniques de différentes natures. On agrège ensuite les solutions séparées en une solution globale. Voilà, globalement, on peut s'en sortir comme ça. Mais ce n'est pas applicable à un problème systémique. Et donc là, effectivement, où moi j'ai un souci, c'est que même les experts qui disent des choses très intéressantes, on les utilise mal.
ils sont mal utilisés par le système. Et on entretient des mythes comme quoi, effectivement, il suffirait de faire une somme de solutions pour... mais pourquoi, en fait? Pour maintenir le système. Hein, en fait, c'est ça, pour maintenir. Avec des aménagements, d'accord, des ajustements, on va changer des choses, mais globalement, on ne change pas les finalités du système, on ne change pas les priorités du système, on ne change pas les valeurs du système, on ne change pas les indicateurs du système, on change... Le monde n'a pas changé depuis des décennies. À des endroits, il y a eu des gros changements, mais il y a des guerres, des choses qui arrivent. Mais je veux dire, globalement, le monde n'a pas changé. Le monde est intrinsèquement lié, même s'il y a des systèmes politiques différents, à un système économique aujourd'hui mondialisé qui impose sa loi sur une grande partie de la société et des systèmes dynamiques complexes dans lesquels nous nous inscrivons. Donc, ce que je veux dire effectivement et là c'est important, sur l'erreur de diagnostic et sur l'erreur de méthode, l'erreur de diagnostic, c'est qu'on considère donc que l'humanité est faire face à une crise écologique. Mais même les militants écologistes vont te dire ça. Mais c'est pas ça, c'est pas vrai. C'est la nature qui fait face à une crise anthropologique. C'est pas la même chose. Voilà, donc c'est pas pareil. Donc le simple fait de dire on va faire une transition écologique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire on va s'attaquer au problème pour que notre société gère le problème. Mais c'est notre société qu'il faut changer. Parce qu'elle est intrinsèquement dans sa forme actuelle. Après, je n'ai pas dit qu'il existait des formes parfaites, mais des formes largement moins destructrices, on peut en trouver. Hein. Ça a été... bon. Et donc, en l'occurrence, on est dans un monde qui est productiviste, croissanciste, et donc nécessairement en amont extractiviste, et en aval... oui, voilà, pollutionniste, comme je dis des fois. Voilà. Et globalement, ce flux est intenable. Et tant qu'on ne sort pas de ce paradigme, il n'y a pas de solution. Et pour sortir de ce paradigme, il faut non seulement une prise de conscience qu'on n'a pas, ou pas bien, ou pas partagée, et quand on l'a, ce n'est pas tout à fait la bonne parce qu'il y a cette erreur de méthode, mais en plus de ça, il faut un changement progressif de valeur aussi. Voilà. Ça passe par la culture, par l'éducation, par tout un tas de choses, et forcément, ce sont sur des temps qui sont un peu plus longs. Bon, donc au final, au niveau du constat, même si on résolvait la question climatique, on continuerait à détruire la planète. Même si on arrivait à décarboner entièrement notre production énergétique, nous aurions, comme je le dis souvent dans mes conférences, nous aurions de l'énergie, certes décarbonée, et c'est bien, hein. Oh, moi je préfère, je prends. Mais voilà, pour détruire plus, au service d'une machine qui convertit la nature en déchets. Voilà, on extrait, on transforme, on détruit au passage et on pollue. Et de temps en temps, on reboucle un petit peu, quelques petits trucs, un peu de recyclage, mais globalement, c'est linéaire. Et comme je le dis aussi, et c'est pour répondre complètement à ta question, parce que tu m'as tendu une perche sur symptômes, maladie, bon ben voilà, donc on prélève des ressources, on les transforme avec de l'énergie, on rejette des déchets et des pollutions. Les déchets et des pollutions sont de 3 natures différentes, solides, liquides ou gazeuses. Et parmi les gaz, il y a des gaz à effet de serre qui détraquent le climat. Et le climat n'est bien qu'un des multiples symptômes de ce problème-là, un problème de dépassement écologique mondial, planétaire. Voilà. Et donc, au final, c'est un symptôme. C'est un des symptômes. Et pourquoi, je continue sur ma lancée, pourquoi c'est important de faire cette distinction fondamentale entre le mal et les symptômes? C'est parce que, imaginons, donc pour bien le faire comprendre, j'utilise cette métaphore dont on a parlé tout à l'heure, qui est une métaphore qui ne fait pas plaisir, mais qui a le mérite d'être efficace, je trouve, qui est, imaginons que donc... vous avez des petits tracas, on va dire, de santé, vous avez des problèmes de peau, vous avez des maux de crâne récurrents et vous avez des problèmes de digestion. Bon, alors si vous en remettez à des professionnels, il va y avoir un médecin généraliste qui va dire, pour vos problèmes de tête, à tel analgésique, on va aller voir un dermatologue qui va dire, pour les problèmes de peau, telle pommade, on va aller voir un gastro-entérologue, pour les problèmes de ventre, tel médicament, telle tisane, voilà. Et donc voilà, c'est bon. On a différents problèmes, on a différentes options de solutions, et on pense que l'on peut continuer de vivre normalement. Mais ce n'est le cas que si ces problèmes n'ont rien à voir les uns avec les autres. La systémique de la chose, qui font qu'en réalité ces problèmes sont différents symptômes, et seulement symptômes, d'un problème de fond systémique, en l'occurrence pour ma métaphore, un cancer généralisé, dérèglement systémique de l'organisme. Dans ce cas-là, on ne soigne pas le cancer par l'addition des différents traitements aux différents symptômes. Voilà, paracétamol plus pommade plus tisane n'a jamais guéri un cancer généralisé. Et donc c'est bien ça, aujourd'hui nous sommes dans paracétamol plus pommade plus tisane. Et donc, une fois de plus, j'ai pas dit c'est de la merde, faut pas le faire. Faut le faire, hein.
on vit quand même beaucoup mieux. Parmi les symptômes, il y a quand même un changement climatique, un effondrement de la biodiversité, un certain nombre de choses, l'accès à l'eau, qui peuvent nous tuer, ou tuer beaucoup de gens en tout cas. Donc c'est extrêmement grave et tout à fait vital de s'en préoccuper. Et pourtant, s'il n'y a pas de changement de fond du système dans lequel nous vivons, le cancer sera toujours là. Voilà. Donc on va mourir de ce cancer, et je me demandais ce que c'était que... Non, donc la civilisation n'y résistera pas, mais après ce qui suit dépend encore un petit peu de certains choix qu'on peut faire. Je me demandais pas tous mourir. Quel est le cancer, justement, quelle est la vraie maladie de l'écosystème Terre. On est à peu près certain que ça passe par l'Homo sapiens, et j'avais envie de rebondir sur ta métaphore, et en me disant, bon, cette personne va mourir d'un cancer généralisé, même pas d'une tumeur isolée dans un coin, d'un cancer généralisé, c'est-à-dire qu'elle a à l'intérieur de son organisme des cellules dites malignes, et je trouve que le mot est tout à fait judicieux, qui sont implantées un petit peu partout dans l'organisme, qui parlent entre elles, qui sont capables de communiquer, qui ont une narration assez intelligente pour que notre système immunitaire ne les voit pas, ce qui est quand même absolument incroyable. Et dans la phase terminale de la maladie, c'est même le système immunitaire qui va se retourner contre les cellules saines, en fait, celles qui seraient susceptibles de nous sauver. Et je me demandais donc, dans cette, sûrement que la métaphore est un raccourci assez sommaire. Non, mais j'apprécie beaucoup cette extension de la métaphore. Oui, je me disais, est-ce qu'on serait capable, par une narration particulièrement concertée, intelligente, bien sentie, de réarmer ces cellules saines pour qu'elles partent, elles aussi, coloniser ce corps malade, et de façon aussi systémique et de façon aussi intelligente que les cellules malignes, essayer de contrecarrer une mort certaine, presque certaine. Bon, alors déjà attention quand même à un manichéisme vie-mort, parce qu'en l'occurrence ce sera pas binaire. En l'occurrence ce sera pas binaire, c'est plus compliqué que ça, et il va y avoir du funeste. Il y aura du funeste, voilà. Mais il y a peut-être aussi de l'espoir à aller chercher. Il y a peut-être aussi des renaissances. Il y a peut-être aussi des modes de vie à inventer qui, là aujourd'hui, ne plaisent pas ou n'attirent pas beaucoup de monde, mais qui, ça se trouve, demain, feront vraiment sens, et on réalisera a posteriori qu'une fois quelques sevrages passés, on réalisera a posteriori qu'on a finalement retrouvé goût à certaines choses et réussi à dépasser cette course folle en avant qui nous rend malades, ces dissonances cognitives qui nous empêchent d'être heureux. Donc il y a aussi du bonheur à retrouver. C'est dingue ça. Mais bon, j'ai pas dit que ce serait simple. Je ne suis pas en train de dire yes, ça va être sympa. Non, ça va pas être sympa. Ça va être compliqué et difficile. Nos sociétés en fait vont se simplifier du point de vue organisationnel, du point de vue systémique, mais nos vies vont se compliquer. Nous avons face à nous un véritable enjeu effectivement de propager d'autres informations, d'autres façons de voir les choses, de comprendre, d'autres façons d'agir individuellement, collectivement, d'autres imaginaires à construire. Ça fait beaucoup. Il faut tout ça. Et le souci n'est pas tant de le produire, même si c'est déjà un enjeu et un défi, mais c'est aussi, d'après, effectivement, comme tu dis, d'envoyer les cellules à l'assaut du reste, donc de le diffuser. Comment, effectivement, diffuse-t-on aujourd'hui l'information d'intérêt général au sein d'une société dans laquelle les organes même, ou les dispositifs même de diffusion de l'information sont faits de manière à cliver, sont faits de manière à tout schématiser, tout simplifier. Tu ne peux pas aller dans la nuance, tu as 30 secondes pour t'exprimer quand tu es invité à la télé, ou alors tu as des débats mais qui sont focalisés sur la surenchère, sur l'outrance, sur l'attaque, sur des choses sur le spectaculaire et sur le méchant, le bête et méchant, où tu as effectivement des bulles informationnelles qui se sont créées, où en fait les informations que toi et moi on partage, parce qu'on fait partie de bulles très proches, il y a certainement un gros recouvrement entre ta bulle et la mienne, mais d'autres gens n'auront jamais accès à cette vidéo qu'on enregistre aujourd'hui et à tout le reste. Jamais. Comment on fait pour ? Alors là, c'est tout un tas d'enjeux. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Par contre, je travaille dessus. C'est une grosse partie de mon travail. Donc j'ai quelques réponses. Pour ce qui est de diffuser, en tout cas, au-delà de nos entre-soi, je pense que ça ne peut passer que par... En tout cas, ça passe essentiellement par deux choses. La première chose, ça va être des récits, mais attention, pas n'importe quel récit. Quand on dit récit, souvent on s'imagine récit de fiction.
On s'imagine ça va être un film, un roman, ou alors éventuellement ça va être des gens qui vont faire un petit travail de prospective et en imaginant... c'est ce qu'on nous donne, le petit Jésus, tout ça, c'est des histoires en fait. Oui, des histoires. Il y a besoin, il y a d'histoires de toute façon. Voilà. Non, mais c'est comme ça qu'on nous construit. Oui. Le souci, c'est qui produit ces histoires. Je veux dire, la Bible. Tu parles du petit Jésus. La Bible et ce qui l'entoure, puisqu'il y a plusieurs, il y a tout un ensemble de... Voilà. Mais enfin, qui a produit ça? Est-ce qu'à l'époque, on a fait appel à tous les gens qui savaient manier une plume en leur disant « Allez-y, produisez-nous des évangiles. Allez-y, produisez-nous, écrivez votre propre allégorie ou machin bidule. » Ça aurait été un sacré bordel, ça serait parti dans tous les sens. Donc non, ça a été quand même centralisé. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne suis pas un historien de la chose, je ne sais pas qui exactement a écrit quoi, mais globalement, il y avait quand même à la base une église qui a donné les directions claires. Voilà. Et les textes sont cohérents entre eux dans cette direction claire, même si ce n'est pas toujours la même personne qui a tenu la plume. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le fait de produire des récits en demandant à des auteurs, qui sont donc des gens qui maîtrisent l'art du récit, mais qui ne sont pas des systémiciens qui comprennent les enjeux de notre temps. Ils peuvent s'y intéresser, mais ils ne maîtrisent pas le détail. Et donc, demander à ces gens-là, allez-y, produisez des nouveaux récits, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre ces récits. Donc on peut essayer de faire passer ça, à la rigueur, on peut peut-être se mettre un petit peu d'accord. On peut commencer à faire passer certaines visions de certains autres modes de vie, ou certaines valeurs différentes. Voilà, ça, ok, peut-être on peut y arriver. Et ça joue dans l'imaginaire collectif progressivement. Mais après, de là à demander aux auteurs dont ce n'est pas le métier, ils ne sont pas prospectivistes, ils ne sont pas systémiciens, etc., de nous proposer des visions de l'avenir, carrément, où dans un avenir, on pourrait résoudre les problèmes d'une certaine manière, dépasser les problèmes, etc. Qu'est-ce qu'ils vont sortir, la plupart de ces gens? Des solutions qu'ils ne maîtrisent pas, ils ne savent pas si c'est vraiment des solutions. C'est dans leur imagination d'auteur. Et donc, ça va être des deus ex machina technologiques, ou ça va être une personne qui, d'un seul coup, va avoir une grâce sacrée, et puis ça va passer par une personne providentielle qui va... un nouveau messie, ou je ne sais pas quoi. Il y a plein de récits qui vont arriver. Le problème n'est pas les récits en eux-mêmes. Le problème, c'est qu'il y en a plein et qui ne sont pas cohérents entre eux. Comme il y en a plein, comme ils proposent des visions de l'avenir qui ne sont pas compatibles les unes avec les autres parce qu'il n'y a pas de coordination, que se passe-t-il dans la tête des gens qui reçoivent cet ensemble de récits incompatibles entre eux? Pas une vision claire des enjeux de l'avenir. Pas une vision claire de ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Une confusion. La confusion entraîne le doute, l'inaction. Voilà. Donc, oui, on a besoin de récits, mais pas n'importe lesquels, pas n'importe comment. Et il faudrait, et c'est ma deuxième partie, il faudrait des collaborations. Il faut arrêter maintenant d'imaginer qu'il y a les experts d'un côté, le systémicien que je suis de l'autre, et on est sur les doigts d'une main, c'est-à-dire c'est une brique élémentaire qui relie les expertises entre elles, qui n'est jamais utilisée aujourd'hui. Même les experts des différents silos prétendent faire de la systémique. Ils s'en sont persuadés. Mais oui, mais attendez, moi je suis un expert du climat, le climat est un problème systémique. Il est gentil Keller, mais ça va, j'en fais de la systémique. Ben non Coco, non, t'es dans ton silo. Oui, tous les problèmes sont systémiques. Le climat c'est systémique, l'eau c'est systémique, l'énergie c'est systémique, les ressources, les machins, tout est systémique. Tout touche à tout. C'est pas la question. La question c'est qu'il y a une seule systémique dans laquelle il faut réenchasser les autres. Et si on n'est pas à ce niveau-là, on gère les symptômes en aggravant les autres. Il n'y a pas de cohérence globale. La systémique, c'est celle d'un système dynamique complexe qui est constitué à la fois de toutes les couches du système Terre, c'est-à-dire la zone dans laquelle on vit sur Terre, c'est la lithosphère, l'hydrosphère, la cryosphère, l'atmosphère et la biosphère. Je renvoie les gens à mes confs, par exemple, pour ça, parce que je ne développe pas, mais c'est toutes ces... Plus, donc c'est le système c'est la dynamique du système Terre plus anthroposphère, qui est la sphère des activités humaines. C'est ce système socio-écologique planétaire-là dont il faut comprendre les dynamiques. Et ensuite, on peut redescendre en cohérence, en entonnoir, jusqu'à des problématiques nationales, territoriales, locales, peut-être même individuelles dans certains cas. Donc, il faut comprendre l'ensemble. Donc, on n'est pas là. Alors, il faut arrêter de penser qu'il faut d'un côté des experts, la systémique, on s'en fout, et de l'autre côté, des artistes ou des gens qui vont nous inspirer. Non, on n'a pas besoin de personne, on a besoin
d'objets. On a un objet récit efficace, des projets efficaces qui ne se limitent pas à des récits, qui englobent des récits et qui ne sont pas juste des récits de fiction, qui sont des récits qui nous parlent de notre monde à nous pour de vrai, de notre monde réel, qui montrent des choses qui se font vraiment, mais les mettent en récit d'une façon inspirante. On a besoin de tout ça et de travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer un récit véritablement inspirant et qui a une chance minimale d'être cohérente et pertinente, réaliste, lucide. Et, dernier élément, ces collaborations doivent aussi être interculturelles. Parce que ça, ce que je viens de dire, c'est bien, mais pour créer un type de récit, comment tu déclines ensuite, et en faisant des choses qui vont certes être inspirantes, mais inspirantes de façon différente, parce que ce qui t'inspire toi n'inspire peut-être pas l'autre, comment ça va inspirer différentes personnes, et ça va se répandre et se diffuser dans d'autres communautés et dans d'autres bulles informationnelles. Ah ben tu peux pas, toi inventer, en tout cas c'est très difficile et c'est rare, on va dire, toi inventer le récit qui va faire passer les bons messages de la bonne manière pour parler à cette personne-là qui n'a pas du tout les mêmes référentiels, les références culturelles et axiologiques, les valeurs que toi. Donc ça ne marchera pas. Donc il faut nécessairement des collaborations interculturelles, interbulles, intercommunautaires, etc. Et c'est là qu'on peut tenter de faire en sorte que ça se diffuse. Ça ne touchera jamais tout le monde, mais on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait actuellement. Aujourd'hui, c'est les balbutiements de cette dimension extrêmement importante qui est la dimension imaginaire. Dernière phrase, les gens ne changent, et quand je dis change, attention, je parle d'un vrai changement, une remise en question, que s'ils sont capables de se projeter mentalement et de visualiser d'une façon la plus vivide et la plus concrète possible, non pas un autre monde, non pas une autre société, mais un autre eux-mêmes. Il faut qu'ils visualisent ce que eux pourraient être demain, héros d'un futur alternatif. Il faut leur faire comprendre qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent plus faire, mais il faut aussi leur faire comprendre qu'il y a des choses qu'ils pourront faire qu'ils ne peuvent pas ou plus faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils y perdent? Peut-être. Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Et montrer qu'il y a plein de choses qu'on y gagne aussi. Et ça devient des héros. S'il n'y a pas cette projection mentale-là, ça ne marchera pas. Donc tout ça, la dimension imaginaire est extrêmement forte. Il y en a qui l'ont compris, mais à ce stade, je trouve que l'approche, quand même, est un petit peu encore... Elle est friable, elle n'est pas... Puisqu'on risque de proposer, si on fait juste... Aujourd'hui, il y a des gens qui disent des récits, de nouveaux récits, ouais, mais il y a un risque d'une multitude donc, de récits incohérents qui engendrent de la confusion généralisée plus qu'autre chose. Tout en renforçant les entre-soi. L'Homo sapiens est capable de réunir énormément de gens distincts autour d'un récit. C'est les croisades. On n'a pas du tout besoin d'appartenir à la même classe sociale, avoir la même histoire, être sur les mêmes territoires. C'est vrai. Harari pousse même avoir la même odeur, c'est pas le problème. Si on a une fiction qui est suffisamment forte, de toute évidence, l'Homo sapiens il va, et il a sa mission. Et Harari parle aussi, il y aurait à peu près 70 000 ans, c'est pas très très précis, mais l'Homo sapiens s'est mis à croire en des choses qui n'existaient pas. Précisément, il le dit comme ça. Et c'était sa seule chance de dépasser l'état de tribu de 150 individus. Si on veut être plus nombreux que ça, et tout en étant différents, arriver quand même à faire monde, on a besoin de récits très très forts. Donc je comprends très bien, moi, cette nécessité d'une narration globale. Alors à l'âge que j'ai, le sentiment qui m'habite, qui est vrai, enfin qui est sincère, je ne sais pas s'il est vrai, mais il est sincère, c'est que quand même, en 60 ans de ma petite vie, ça a énormément bougé, ce discours. Moi, je suis né en 62 dans un monde où l'écologie n'existe pas du tout. Ni l'école m'en a parlé, ni mes parents m'en ont parlé. Le rapport Meadows est sorti quand j'avais 10 ans, dans un désert absolu. On ne savait même pas ce que c'était, nous. Malgré tout, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est quand même très nombreux à s'interroger, à se poser des questions, à combattre. Enfin, il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit autre chose. Et ce faisant, quand même, se dégage, peut-être pas une vérité, mais se dégage quand même quelques axes assez forts. Et j'ai l'impression qu'on est peut-être capable, tout doucement, et tout ce travail de fourmi qui est fait par des chaînes YouTube, par des associations, par Alternatiba, par Extinction, par les soulèvements de la Terre, par tout ce monde-là, tout doucement quand même se dégage un axe, et j'ai l'impression. Je crois que c'est pas ton avis. Non. Mais, oui, mais et je ne nie pas tout ce que tu dis. Disons que je suis plus nuancé que toi à certains égards, et surtout, je ne suis pas d'accord sur la conclusion, sur le fait qu'il y a un axe qui se dégage. Ça, je ne suis pas d'accord. Donc oui, il y a plein de choses qui sont faites, et il y a plein de choses qui se font, et des choses qui sont bien, au moins dans
la tonalité, dans l'énergie que ça dégage, dans les messages qui sont passés, etc. Il y a des choses quand même très bien. Moi, j'ai pas la même lecture historique que toi. Je suis un tout petit peu plus jeune que toi. Oui, carrément, oui. Un tout petit peu plus jeune que toi. Petit peu, oui. Et quand moi je suis né, le rapport Meadows était sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Mais globalement, je considère que nous ne sommes pas encore au niveau où on l'était en 72. C'est-à-dire que lorsque le rapport Meadows est sorti, c'était un best-seller international. Plusieurs dizaines de millions, il faudrait vérifier, d'exemplaires vendus dans je ne sais combien, une trentaine de langues ou quarantaine. Combien ? 12 millions, 35 langues. 12 millions, 35 langues. Je vous fais confiance. En tout cas, je sais que c'est dans ces eaux-là. Donc, voilà, ça ne me choque pas, ça me conforte. Voilà, donc c'est quand même extraordinaire. À l'époque, je pense qu'on peut dire que tous les chefs d'État l'avaient soit lu, soit avaient été abondamment briefés dessus. Avant qu'il y ait une grosse contre-attaque d'un certain nombre de gens. Bon. Mais aujourd'hui, et après, donc c'est descendu, et on remonte aujourd'hui. Mais on n'est toujours pas prêt d'avoir un René Dumont à l'élection présidentielle. René Dumont, c'était autre chose, hein. Moi, je le connais mal, je ne peux pas parler de René Dumont, je ne sais même pas qui c'est. Mais son programme politique, ça, oui, je connais, on n'est pas revenu à ce niveau-là. Non mais Arthur, c'est parce qu'en 72, on peut lire ça, c'est pas dangereux. C'est pas encore dangereux. On ne comprend pas que ça va frontalement affronter ce néolibéralisme. Alors c'est intéressant en 72 parce que c'est exactement à ce moment-là que déferle le néolibéralisme à peu près sur la planète. Donc on est dans cet entre-deux et je pense qu'on peut voir arriver ce rapport Meadows en disant tiens c'est intéressant, qu'est-ce qui se cache, etc. Mais tout doucement on comprend que évidemment ça bloque complètement la machine néolibérale et va très très bien s'adapter à ça, elle va très vite comprendre. Une des premières choses qu'elle va faire, c'est racheter la presse. Tu parlais des modes de diffusion, ces cellules malignes ne sont pas bêtes. Si on leur laisse dire n'importe quoi, ça ne va pas le faire. Donc ils rachètent quand même tous les rouages de l'information. C'est quand même pas rien. Bien sûr. Et on rentre dans toute une nébuleuse, une constellation d'organes, on va dire, de production de différentes formes de propagande. Oui. Voilà, que ce soit de la publicité ou que ce soit des propagandes plutôt politiques ou idéologiques ou des think tanks, des fondations, des machins qui opèrent des fois dans l'ombre, etc. Ça dépend. Et donc il y a tout un tas de choses effectivement qui se sont mises et qui se sont organisées progressivement en utilisant dans un premier temps d'ailleurs les théories d'un Bernays, d'un Edward Bernays, Propaganda, son bouquin. À la base, lui, il travaillait pour les grandes corporations et c'est lui qui a un peu théorisé la publicité de masse. Il va surtout entretenir une complicité intellectuelle avec Henry Ford, dont on connaît les thèses antisémites, et de proche en proche, aiguiller Goebbels et la propagande du Troisième Reich. Et donc, en plus de ça, c'est surtout les méthodes, ça je le sais par contre, ce sont les méthodes théorisées. Le premier qui a théorisé ça à fond, donc par Bernays, qui ont été ensuite reprises par le monde politique, plus tard, dans les années 70 à peu près, justement. Voilà. Et donc oui, les 30 Glorieuses ont semblé donner raison à une vision néolibérale, débridée, free market et compagnie, parce que ça marchait. Ouais, ça marchait pour nous. Ouais. Et donc on a fermé les yeux sur tout ce qui ne marchait pas. Les gens que ça appauvrissait, les ressources qui étaient pillées, l'environnement qui était détruit, etc. Non, mais pour nous, ça marchait parce que nous, on était un petit nombre de privilégiés et puis globalement, ça a été bien pour nous. Voilà. Et donc, au final, effectivement, ça y est, ce qu'on appelle les externalités négatives en économie sont là et cette fois-ci, elles viennent frapper à la porte en disant « ça fait 50 ans que vous mettez la poussière sous le tapis, il n'y a plus moyen, c'est plein ». Et maintenant, on fait quoi ? Donc, ouais, il y a effectivement ça, de nouveau, depuis quelques années, de pire en pire, et ça va s'accélérer. Mais ça n'entraîne pas, selon moi, malgré tout, une évolution de la société vers un axe. Ça entraîne qu'il y a une partie de la population qui prend conscience qu'il y a des problèmes. La systémique échappe encore à la quasi-totalité des gens. Et quand je dis ça, y compris la quasi-totalité de ceux qui pensent avoir compris la systémique. Voilà, puisqu'il continue de dire « mais si, mais regardez, nous on fait une approche où on parle du climat, on parle de la biodiversité, on parle de ça, de ça, de ça, de ça. » Vous voyez, c'est quand même une vision systémique. Non. Si vous n'avez pas étudié la systémique, c'est que vous n'en faites pas. Et que vous n'avez pas le recul suffisant pour savoir... N'importe quelle approche globale
n'est pas une approche systémique. Voilà. Et le multidisciplinaire ou le multidimensionnel n'est pas de la systémique. Donc c'est quand même quelque chose de très spécifique. Donc le systémique, maintenant, c'est dommage, mais le mot est utilisé partout. Il y a plein de gens qui pensent avoir compris, il y a même des gens qui pensent en faire ou qui prétendent en faire, alors que c'est très rare, la véritable. Donc au final, non, les gens il y a des gens qui bougent, mais il y a des gens qui véritablement font les choses bien, en cohérence systémique. Alors déjà, pas tant que ça. Et ça clive la société. C'est pas que la société va dans un axe, c'est qu'il y a une petite partie de la société qui grossit un peu, qui essaye d'aller dans une direction, tandis qu'il y a tout le reste de la société qui est dans le déni, et une partie qui s'accroche au maximum possible pour maintenir ce système jusqu'au bout. À côté de ça, il y en a d'autres qui voient bien que ça va mal se passer et qui se replient les uns et les autres et qui nous préparent des avenirs absolument délicieux. Voilà. Et tout ce petit monde se clive. La société n'évolue pas dans un sens ou dans un autre. Ça va clasher. Voilà. Donc après, il faut voir comment et où, mais il va y avoir des clashs, ça c'est sûr. Donc voilà, je trouve pas qu'on évolue dans le bon sens. On peut se réjouir de certaines choses, mais moi qui suis très exigeant, si tu veux, il n'y a pas tant de choses que ça qui trouvent grâce à mes yeux. C'est pas que je suis méchant, c'est juste que ça manque encore de systémique et ça manque encore de dynamique collective à la bonne échelle, territoriale. Il y a plein de petites initiatives, mais qui ne se relient pas encore entre elles, qui n'ont pas compris qu'elles ont un devoir d'agent culturel, de changement culturel, donc ils font les choses de leur côté, et ça reste des replis. Ça reste des replis. Il y a des replis très bien, des replis très positifs en eux-mêmes si tu les regardes, mais ça reste des replis. C'est pas bon pour la société. Mais cette recherche, cette quête quand même d'un nouveau récit, de toute façon n'est pas trouvée. Donc l'axe n'est pas trouvé, ça c'est évident. C'est plein de gens qui de leur côté se posent des questions, s'interrogent, trouvent des bouts de réponse qui marchent de façon forcément limitée. Et peut-être effectivement que la systémique globale va devenir la réponse. Et c'est là, peut-être qu'on va se dire dans 10 ans, c'est exactement ça, mais il faut reconnaître que c'est quand même des concepts suffisamment complexes pour que ça embarque toute l'humanité, c'est difficile. Alors, moi, je découvre ça, je ne suis pas complètement ignare, je commence à entendre ce mot et à me demander ce que ça veut dire, peut-être il n'y a pas 10 ans, quoi. Les approches systémiques ne sont pas plus difficiles que les approches pas systémiques. Ce qui est difficile, par contre, c'est d'arriver à le faire comprendre aux gens. Oui, c'est compliqué. Et donc, c'est la pédagogie de la chose qui est compliquée. Mais complexe ne veut pas dire compliqué. Complexe, ça veut dire multidimensionnel, mais ce n'est pas plus compliqué parce que c'est complexe. Par contre, c'est différent. Donc ce qui est compliqué, c'est ce pas de côté, c'est de faire le pas de côté. Parce que quelque part, c'est une révolution mentale. Mais ça, typiquement, j'ai presque envie de dire, c'est moins compliqué parce que si tu restes dans le schéma actuel qui est juste multidimensionnel, on est à tout un tas de problèmes et on va essayer de trouver tout un tas de solutions, tu peux difficilement, surtout, tu vois, par exemple, à l'échelle d'un territoire, d'une intercommunalité, tu as un budget limité, tu peux pas tout traiter à la fois. Tu dis, il y a trop de choses à faire, il y aurait trop de choses à changer, c'est pas possible. Alors que ça, c'est de l'approche classique. Alors que si tu as une approche systémique, tu comprends que le but n'est pas nécessairement, ça n'empêche pas, mais n'est pas nécessairement de traiter tous les problèmes les uns après les autres, mais de changer d'approche globale, de changer. Et donc là, il y a une nouvelle culture à construire, mais tu peux l'impulser. Ça ne se décrète pas, mais tu peux l'impulser. Et par exemple, il y a une culture du risque. La culture du risque, il faut comprendre, ça les élus, la plupart d'entre eux ne l'ont pas compris, et que ce n'est pas négatif une culture du risque. La culture du risque, même si dans un premier temps, effectivement, il y a un petit passage où tu es obligé de parler des enjeux, des problèmes, des menaces, des risques, et donc c'est un petit peu anxiogène. Mais malgré tout, la culture du risque, c'est ce qui se permet de construire de la cohésion face à une menace commune, pour protéger des choses communes. Dont notre avenir dépend. Donc même si au début, effectivement, il y a un cap à passer et tu n'embarqueras pas tout le monde, et je comprends bien donc que c'est clivant et que donc les politiciens ne veulent pas, mais malgré tout, mon avis, c'est que c'est un mauvais calcul. Parce que nous ne sommes plus dans une phase stable. On est dans une phase de turbulence et des crises majeures arrivent, des ruptures de continuité majeures arrivent. Et les élus qui n'en auront pas parlé, ils sont en première ligne, des gens qui vont venir les voir en disant « mais c'était votre responsabilité de prévenir, d'anticiper, de faire ce qu'il fallait ». Je pense donc qu'aujourd'hui, les élus qui continuent à dire « ça, les gens n'ont pas envie d'en entendre parler, je ne vais pas sur ce terrain-là », se trompent terriblement. Bref, je comprends donc que c'est compliqué à la fois culturellement et sur le fait que on ne sait pas au début vraiment trop comment s'y prendre. Mais c'est bon, aujourd'hui, il y a plein de gens qui commencent, je ne suis pas tout seul quand même, il y a plein de gens qui commencent à faire des choses très concrètes. Donc, moi, j'essaie de faire un peu de pédagogie en disant, voilà un certain nombre d'exemples. Je forme des élus. Bon, voilà, j'en ai formé un peu plus de 150 en 3 ans.
tu vois, qu'il y a du boulot. Je ne suis pas le seul, on est plusieurs là-dessus, comme Stéphane Linou, sur la partie résilience alimentaire. Bon, j'ai une approche un peu plus systémique, mais passons, on est quand même plusieurs à être mobilisés là-dessus. Et ça ne suffit pas. On est encore très, très en deçà de ce qu'il faudrait faire. Donc le premier problème, c'est comment tu déclenches ce sursaut, cette prise de conscience. Mais après, je te dis, après on saura, s'il y a la bonne intention, les outils existent pour fabriquer de la résilience. La résilience ne résout pas tous les problèmes. La résilience, c'est ce qui va nous permettre de gérer collectivement des ruptures de continuité majeures et potentiellement définitives. Et ça, c'est ce qui va nous donner une chance de pouvoir continuer à gérer les autres problèmes. Voilà, sans que ce soit le chaos. Donc, ce n'est pas la finalité, mais c'est la condition sine qua non pour tout le reste. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'en parle beaucoup, évidemment, dans ce que je fais. C'est quoi les ruptures les plus massives qui vont arriver rapidement ? Il y en a plein. Mais je pense que la méta-rupture, tu vois, il y a des ruptures en cours, mais dont on va ressentir les effets majeurs un peu plus tard. Un peu plus tard, c'est pas dans la prochaine génération, c'est nous, hein. C'est avant la moitié de ce siècle, mais c'est peut-être dans 15 ans. L'eau, pas partout, hein, ça dépend de là où vous êtes, mais enfin, l'eau, on va subir des choses. Les migrations. L'effondrement de la biodiversité, on va le sentir. L'érosion des sols, on va le sentir passer. La montée des eaux, la salinisation des aquifères, un certain nombre de choses, on va se sentir passer. Mais là, je pense que quand même, là, ce qui va, au-delà des crises, parce qu'il y aura des crises majeures, je ne vois pas comment le système économique pourrait encore continuer sans se casser la gueule pendant encore 10 ans. Je ne vois pas. Et donc, il y a des crises très, très graves. Dans cette crise très grave, il y aura des choses socialement atroces, mais il y aura des bonnes nouvelles aussi. Ça va ralentir les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Mais surtout, nous sommes sur le point, là, dans 10 ans, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais pas 20 ans, de sortir de l'ère du pétrole et du gaz abondant et bon marché. Et ça, cette ère-là, c'est la condition de nos existences, telles qu'on les a aujourd'hui. Nous n'aurions pas l'économie qu'on a, d'accord, mais nous n'aurions pas non plus les infrastructures qu'on a, nous n'aurions pas les moyens de transport qu'on a, nous n'aurions pas l'aménagement du territoire et l'urbanisme qu'on a, nous n'aurions quasiment rien de ce qu'on a s'il n'y avait pas une abondance de pétrole, bon marché, et de gaz naturel aussi, bon marché, charbon, pas chez nous trop, mais ailleurs. Voilà. On va sortir de cette ère, c'est pas moi qui le dis, c'est les experts, moi je suis pas expert, je ne fais que lire. Là, peut-être avant 2030, et sinon pas longtemps après. Bon, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Et comment l'Homo sapiens réagit dans ces cas-là ? Quand brusquement s'effondre ce qui semble être l'essentiel de sa capacité à vivre, en fait. Bon, alors, sans prétendre une fois de plus avoir toutes les réponses, sûr, je ne suis pas anthropologue et je ne suis pas Nostradamus non plus. Pour autant, là, tu mets le doigt, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, tu mets le doigt pile sur le cœur de ma proposition stratégique. Tu fais toujours ça, c'est très bien. Si on devait synthétiser, on a des enjeux systémiques. On n'a pas aujourd'hui bien encore compris ce que ça signifiait. On n'a pas les bonnes démarches, les bonnes méthodes et les bonnes instances décisionnelles, organisationnelles pour créer, pour gérer le changement systémique qui passera par une forme de décroissance. Et notre système ne peut pas décroître tel qu'il est conçu actuellement. Alors souvent, les gens d'ailleurs disent « les décroissants sont fous, etc. » Non. Une contraction économique est absolument... on va avoir une contraction énergétique et matérielle, et ça va entraîner une contraction économique. Cette contraction économique, on peut soit l'accompagner, l'organiser, peut-être même l'anticiper, et on la pilotera un petit peu sous forme d'une décroissance. Je ne dis pas la décroissance, je dis une décroissance, parce qu'il y a plusieurs façons d'imaginer une décroissance. Ou ce sera subi sous forme de dépression. Récession puis dépression. Voilà. Donc les gens qui disent « les décroissants sont fous !» Non. Les récessionnistes, s'il y en a, c'est-à-dire les adeptes de la récession, sont peut-être fous, ouais, mais ce n'est pas des décroissants. Les décroissants, c'est un projet politique vers une société, vers un nouveau projet de société post-croissance. Bref, donc tout ça déjà, il faudrait remettre un petit peu d'équerre tous ces trucs-là. Bon, alors une fois que donc on a dit, il faudrait nécessairement changer de modèle de société.
là déjà, il y a une question qui se pose. C'est comment on fait évoluer le projet sociétal, le système dans lequel on évolue. Comment on le change? On ne peut pas. On ne peut pas. Un système dynamique complexe et s'auto-entretient. Donc il est extrêmement fort, toujours pour récupérer, transformer, dénaturer, englober. Et puis s'il n'y arrive pas, rejeter, écraser, étouffer. Mais il va perdurer aussi longtemps qu'il pourra perdurer. C'est pour ça aussi que les gens qui cherchent des solutions, il faut trouver des solutions. C'est la mauvaise approche. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des solutions à des problèmes techniques, mais je parle du problème majeur, trouver une ou des solutions. Mais non, dès que tu produis quelque chose de neuf, dès que tu mets un nouvel outil sur la table, qu'il soit technologique ou normatif ou législatif ou autre, dès que tu mets un nouvel outil sur la table, cet outil peut être utilisé de différentes manières. Un peu à la MacGyver. On n'utilise pas nécessairement les objets pour ce pourquoi ils ont été conçus, mais pour ce qu'ils peuvent faire. Et il y a des gens qui vont trouver d'autres utilisations de ces choses-là pour les retourner, les contourner, les machins, et les mobiliser pour leurs intérêts. Qui c'est qui fait ça le mieux ? Les gagnants du système, les tenants du système, les puissants, ceux qui ont des moyens pour évaluer ce qui se passe, pour détecter les nouveaux outils, pour avoir des informations sur comment tu peux l'utiliser. Donc, globalement, quasiment à chaque fois que tu as un nouvel outil, une nouvelle innovation, nouvelle quoi que ce soit qui arrive sur le marché, il va y avoir des usages positifs et des usages négatifs. Et les usages négatifs vont l'emporter parce que là où il y a le plus de poids, c'est tous les gens qui ont le plus de moyens pour renforcer leur rapport de force dont ils sont dominants, dont ils sont gagnants. Donc, chercher des solutions, c'est une mauvaise posture à la base. Donc une fois que tu dis ça et que tu comprends que tu ne peux pas changer le système, moi, je dis il faut changer de système. Et là, on peut imaginer, dans un premier temps, un nouveau système, une nouvelle façon de vivre. Mais après, c'est très théorique, parce qu'on ne part pas ex nihilo, on part d'un système existant. Donc, la nouvelle question qui se pose, c'est comment tu bascules du système existant vers ce nouveau système hypothétique, un peu théorique à ce stade. Ma réponse, tu peux pas. Tu peux pas non plus. Il n'y a personne qui va décider, allez, on arrête tout, maintenant on fait comme ça. Mais non, c'est pas possible. Le système va... Alors c'est foutu. Mais non, c'est pas foutu. Il reste une dernière chose, une ligne de crête qu'on peut encore emprunter. Ça va pas sauver tout le monde. Mais pour moi, voilà, je suis positionné là. Et c'est le doigt sur lequel tu as mis les choses, là. Je sais plus exactement comment tu as formulé, mais c'est comment les gens réagissent au moment où ça bascule. Eh bien, c'est là. Ça va basculer, ouais. Ça va basculer, non pas parce qu'on aura prévu et organisé une bascule, mais parce qu'on l'aura pas prévu et qu'on va en subir une. Pas la même. Une bascule. Et là, il va y avoir, d'un seul coup peut-être, ou plus graduellement, ça dépend de quoi on parle et où on est, il va y avoir... Normal ça ? Ok. Il va y avoir toute une partie de la population qui juste ne pourra plus répondre à ses besoins les plus essentiels. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Disparaître en silence ? Je ne crois pas. Donc ça va clasher. Et en plus de ça, non seulement ça va clasher entre les humains, entre les sociétés, entre les pays peut-être, entre les communautés c'est sûr, là où il y a déjà des lignes de faille existantes et des rapports de force, mais en plus, on prend un risque quand ça va toucher à nos chaînes d'approvisionnement les plus essentielles, notamment pour l'alimentation, on prend le risque que d'un seul coup, il y ait je ne sais combien de gens qui n'ont pas le choix, et au niveau individuel, c'est une bonne réponse, aller eux-mêmes chercher leur bouffe, puisqu'elle ne vient plus à eux. Ouais, sauf que quand tu as des millions de personnes qui se mettent à faire ça, tu te retrouves avec une armée de bûcherons, chasseurs, pêcheurs qui vont dévaster tous les écosystèmes. Donc c'est une catastrophe si on n'a pas préparé en avance de phase une résilience. Alors pour répondre maintenant à ta question, excuse-moi, tu vois la digression de dingue, mais je trouve que c'est vraiment comme ça qu'on comprend. Désolé pour le blabla. Tout va dépendre, dans la manière dont les gens vont réagir, tout va dépendre de, 1, ce qu'on aura déjà construit. Est-ce qu'on a déjà montré, démontré, validé, expérimenté et validé au niveau où on peut faire des choses concrètes, c'est-à-dire au niveau territorial, différentes façons de vivre, différents modes de vie, différentes façons de vivre ensemble, différentes façons de prendre les décisions ensemble. Est-ce que c'est pas une assemblée citoyenne ? Est-ce que c'est pas différents modèles sociaux ? Comment on s'assure que les gens ont accès à l'essentiel ? Donc par exemple, je faisais référence tout à l'heure dans une discussion au fait que dans certaines villes comme Montpellier, les premiers mètres cubes d'eau sont gratuits pour tout le monde et ensuite tu payes de plus en plus cher. Donc comment tu assures l'accès à la base vitale à tous ? Après tu payes par contre. Un certain nombre de choses que l'on peut tester et évidemment ensuite les choses de base aussi sur la résilience. Moi j'enseigne également la résilience alimentaire parce qu'elle est clé, c'est-à-dire comment tu peux assurer tes besoins essentiels. C'est
tout ça, si tout ça, on a plein de choses qui ont été validées, à la fois dans la manière de produire, mais dans plein de choses qui constituent un nouveau modèle de société en réalité. Donc des nouvelles façons, je te dis, de décider, de vivre ensemble, de nouveau modèle social, etc. Nouvelle culture. Lorsque tu as tous ces éléments-là et que tu as plein d'expériences réussies et que tu les as mises en récit de façon inspirante et donc elles se sont diffusées, bon, mais là, ça change tout. Parce qu'au moment où la bascule arrive, elle arrive avec des gens qui, en tout cas en grande partie, en ont à minima entendu parler. Et ça avait l'air pas trop déconnant et c'était un peu quand même inspirant leur truc. Ça n'a pas été suffisant pour que ces gens changent de mode de vie. Mais là, maintenant qu'ils n'ont plus le choix, ils vont peut-être plutôt aller vers ça que vers la panique, le chaos, chacun sa gueule, les uns contre les autres, etc. Voilà. Et puis les replis communautaires, les replis identitaires, les replis, tout ce que tu veux. Voilà, donc il faut poser les bases aujourd'hui, et ça on peut le faire concrètement, à la fois au niveau territorial, parce que c'est là qu'on a le pouvoir d'influence et d'action, mais aussi en termes de réseau entre territoires, il faut connecter les territoires. Si l'on fait ça maintenant, on a peut-être la chance qu'au moment de cette bascule, ou de ces bascules, parce qu'il y en aura plusieurs, un maximum de personnes penchent du bon côté de l'histoire, c'est-à-dire, je dirais pas une utopie, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas éviter la dystopie. L'utopie, c'est de croire que ça peut continuer comme maintenant. Ça, ce serait vraiment de l'utopique. Oui. Ce qui est compliqué, c'est justement d'arriver à créer ces zones de résistance, de les lier entre eux et de commencer à proposer autre chose dans ce système qui est extrêmement peu souple, en fait. On est dans un système capitaliste qui est très maillé, très serré, avec des systèmes de valeurs qui sont très précis. Enfin, dans notre région, on ne parle que de méritocratie et de toutes ces choses merveilleuses qui en aucun cas peuvent convenir à une transition citoyenne. Comment on fait pour arriver à propager sous les radars, sans embêter personne, sans que ce soit trop massif, mais ça l'est quand même. On fait comment? Parce qu'on a bien vu ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Enfin, on voit bien que le système est très vite violent, il est très vite clivant. Ça ne gêne pas de rentrer, de frôler avec des idéologies discutables. Il est très fort et c'est très dur de se dresser contre. Non, mais bien évidemment. Mais cela dit, le but n'est pas de faire ça en loose day, de façon souterraine, sans que personne ne le remarque. Il y a plusieurs choses à faire. D'une part, effectivement, oui, travailler, il n'y a pas besoin que ça se sache dans un premier temps, avec ceux qui sont déjà prêts à se retrousser les manches d'une façon cohérente, pertinente, c'est-à-dire en créant des dynamiques territoriales, une fois de plus. C'est pas « je fais un projet ». On n'a pas besoin de projet, on a besoin de dynamique collective. Donc des gens qui sont positionnés là-dessus, on en a besoin, il y en a déjà, il y en aura demain, et c'est très bien. Bon, il n'y a pas besoin forcément d'en faire tout un pataquès. Pour autant, il va y avoir besoin que ça se sache quand on aura des choses à montrer. On en a déjà, mais j'espère qu'on en aura encore plus. C'est pour ça que je dis à chaque personne qui entreprend un projet que quelque chose d'absolument essentiel, c'est de documenter toutes les étapes du projet. Dès la première réunion, la toute première réunion. Alors souvent, je raconte la même histoire. Au bout d'un moment, tu as tes habitudes, tu finis par raconter toujours pareil. C'est comme quand tu racontes une blague. Mais bon, passons. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler dire ça à peu près avec les mêmes termes. Un jour, voilà, tu fais un petit groupe, un groupe de discussion autour de toi, puis ça débouche sur un groupe de travail, une idée d'un projet, puis on y va. Et puis on se retrouve, là c'est la première véritable réunion où on est 3, chez Jean-Marc, un vendredi soir, au mois de novembre, dans sa cuisine. Et franchement, cette réunion-là, on a un peu l'air de 3 couillons. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on n'a pas une idée claire du projet, c'est pas très beau, c'est pas très sexy, il fait gris, tout ça, c'est pas top. Quel intérêt y aurait-il à filmer cette réunion ? Il est énorme. Il faut filmer cette réunion. Il faut avoir des témoignages, des tout premiers témoignages. Pourquoi tu es là, toi ? Qu'est-ce qui te fait peur ? C'est quoi, d'après toi, les risques ? C'est quoi, d'après toi, nos vulnérabilités ? Qu'est-ce qui te donne de l'espoir ? C'est quoi, d'après toi, nos forces ? C'est quoi qui fait sens ? Et c'est quoi, et comment, selon toi, on pourrait faire les choses, etc. Et puis, on filme ça, ces témoignages,
ce moment un peu bizarre, un peu pas super sexy souvent. On garde ça, on ne le met surtout pas sur les réseaux sociaux parce que c'est pas intéressant effectivement en tant que tel. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire ça encore et encore et encore. Peut-être pas à chaque réunion, mais régulièrement. Et donc au bout d'un moment, quand le projet existe et quand il commence à montrer des vrais résultats sérieux, là, on peut montrer des choses. On peut dire, et on reprend tout ce que l'on a et on peut construire une histoire. Regardez où on en était au début. 3 couillons chez Jean-Marc un vendredi soir dans sa cuisine. Regardez la tête qu'on faisait. Et regardez aujourd'hui. Regardez la différence aujourd'hui. On est 65. Regardez aux mêmes questions que les gens lesquelles on posait au début. Les questions, regardez comment les réponses ont évolué. Et donc, à la fois, on a des images, des gens, des lieux. À la fois, on a des retours d'expérience concrets, écrits, une espèce de compte-rendu de ce qu'on a fait, comment on l'a fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. À la fois, on a des indicateurs. Ah oui, c'est un discours d'entreprise. Des indicateurs qui montrent qu'on a réussi à baisser telle consommation de machin de X%, d'augmenter tel truc de X%, machin, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ces métriques-là. Et puis on a des témoignages qui relèvent plus du subjectif, de l'émotionnel. Voilà. Et tout ça, ensuite, on peut en faire un récit inspirant. Plus il est inspirant, plus il se diffusera. Et plus le petit projet local a une chance de devenir une solution pour le monde, parce qu'il va faire le tour du monde. Il y a plein de gens, pas forcément dans le territoire à côté, si ça se trouve ce sera en Chine, plein de gens qui vont se l'approprier et adapter à leur contexte. Donc voilà, il y a tout un tas de choses à faire aujourd'hui pour pas simplement se lancer dans des projets, pas simplement se lancer dans des dynamiques, mais les documenter pour pouvoir les raconter et faire en sorte que ça vienne ensuite ensemencer les esprits et les imaginaires. Et je sais qu'il me manque un morceau de réponse à ta question. C'est vrai ? Non, moi j'ai été plutôt... Non, c'est la question initiale, c'était comment arriver à créer justement tous ces liens, cette force, cette narration globale, alors bon, qui doit être systémique. On n'est peut-être pas du tout prêt à ça encore parce que c'est un peu complexe et que c'est un peu loin. Tout le monde n'a pas besoin de tout comprendre. Oui, sûrement. Mais voilà, tout cet énorme, cet archipel de résistants, tous ces archipels un jour pourront peut-être se réunir et finir par fonder une narration crédible. Je sais. Et qui va devenir en fait un nouveau chemin pour l'humanité, qui ne sera pas le capitalisme qu'on a connu jusque-là. Oui, c'est juste comment dans la vraie vie, tout en travaillant, avec toutes les contraintes qu'on a nous, et ce système néolibéral a notamment une gestion du temps qui est extrêmement violente en fait. On est tous très pris, on est très prisonniers de tout. Et comment arriver dans tout ça à avancer ? Donc il y a cette question du temps. Rappelle-moi, ou sinon quelqu'un le rappelle après, parce que j'ai une chose à vous dire spécifiquement sur cette question du fait qu'on est pressé par le temps. Mais je reviens un cran en arrière, parce que ta question juste avant, c'était l'État, ou le système qui se défend, et qui devient extrêmement violent. Et comment tu fais ? Et comment tu fais ? Tu disais peut-être passer en souterrain, machin. Donc ce que j'étais en train de te dire, je vais juste terminer, c'est que d'un côté, il y a plein de choses à faire. Au début, pas besoin de le crier sur tous les toits, mais ensuite, quand même, il faut préparer qu'on va le mettre en récit, et qu'il va falloir que ça se diffuse. Là, on est dans une partie de l'action. On est dans la partie de l'action qui relève, on va dire, de la résilience, pour schématiser, même si ce n'est pas que ça. La résilience et la reliance. Faire les choses ensemble. En tout cas, on est dans la proposition de quelque chose de nouveau. À côté de ça, il y a de la résistance à mettre en place. Tout à l'heure, tu as dit poche de résistance. Oui, mais pour moi, on n'en avait pas encore parlé. Mais il y a aussi de la résistance. Et là, il y a différentes formes de résistance. Il en faut. Il en faut parce que ce système est hautement destructeur. Et il y a au moins des parties de ce système qu'il faut arrêter. Ça serait bien qu'on le fasse de gré, qu'on le décide, qu'on l'organise, etc., que ça se fasse de façon intelligente. Ça ne se passera pas. Donc, ce sera de force. Ou pas. Mais, et donc, je n'ai pas de problème sur l'usage d'une force citoyenne. Tu noteras que je ne dis pas d'une violence. Oui, bien sûr. Voilà. Il y a une force d'État et une force citoyenne aussi qui peut s'exprimer. Détermination. Ouais, même plus que ça. Donc, je ne suis pas un pro-violence. Je ne suis par contre pas un adepte de la non-violence systématique comme un principe absolu. Non, il faut de tout. Et surtout, alors après, je suis pas en train d'encourager les gens à faire n'importe quoi. Hein. Voilà. Et je sais très bien qu'il y a des tarés aussi. Hein. Mais bon, passons. Donc l'idée, c'est quand même de rester intelligent, de ne pas nuire à sa propre cause en faisant des trucs de merde. Mais par contre, il y a des niveaux de radicalité qui sont absolument indispensables et il y a des affrontements, des frontaux, qui doivent avoir lieu. Et au début, c'est pas facile, je le sais. Mais qui a dit que c'était facile de changer le monde ? Et est-ce que les enjeux ne justifient pas de faire des choses pas faciles ? Donc on a eu des situations, on a dû affronter, je dis on, pas nous,
Mais certains, peut-être ici, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des gens qui ont dû affronter des situations de guerre absolument terrifiantes, terrorisantes. On a créé des cellules de résistance et on s'est organisé en cellules de résistance. Bon, parce que les enjeux, là, on parle de l'habitabilité de la planète Terre qui est en jeu, qui est en train de se jouer dans les 20 à 30 prochaines années. Est-ce que cet enjeu-là ne justifie pas une véritable mobilisation ? Alors c'est sûr, hein, pendant la guerre, on n'a plus trop de confort, hein, c'est sûr, on est touché dans notre chair, on ne peut pas l'éviter parce que tout le monde ne parle que ça devient le paradigme absolu et on baigne dedans. Et puis on est également clairement contre un ennemi commun. Voilà. Ici, on est dans le confort, on est dans un bain cognitif permanent, informationnel qui part dans tous les sens, on peut nier tout ce qu'on veut nier, se rattacher à tous les divertissements qu'on veut, et puis finalement, l'ennemi c'est nous-mêmes. Donc, bon, évidemment, l'ennemi c'est aussi certaines personnes bien spécifiques des tenants du système, mais c'est aussi un peu nous-mêmes. Bon, donc, la remise en question est beaucoup moins simple que lors de la guerre, et pourtant, elle est d'autant plus justifiée. Bon, donc voilà, tu vois, il y a tout un tas de choses, effectivement, à mettre en place dans le registre de la résistance. Et je ne suis pas pour dire il faut des non-radicaux ou des radicaux. Ça ne marchera que s'il y a les deux. Voilà. Et alors, l'idéal, ce serait que les gens le comprennent et qu'ils se coordonnent, qu'ils s'acceptent avec leurs différences. Ça ne veut pas dire tout accepter nécessairement, mais en tout cas qu'ils acceptent l'idée qu'il y ait des plus radicaux qu'eux ou des moins radicaux qu'eux. C'est comme ça qu'on... Pour ceux qui veulent aller voir, je ne vais pas développer maintenant, c'est comme ça qu'on peut faire changer, évoluer dans le bon sens, j'espère, la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire l'ensemble des idées acceptables à un moment donné dans une société donnée. Et globalement, c'est parce qu'il y a des traits radicaux qui seront inaudibles, mais qui rendront les moins radicaux, mais qui vont dans le même sens, les moins radicaux d'un seul coup audibles. Et donc, tiens, de nouvelles idées rentrent dans la fenêtre d'Overton. Aujourd'hui, c'est déjà le cas, et pas dans les bonnes directions. Oui, c'est ça, parce qu'elle travaille très bien, cette fenêtre. Mais dans d'autres directions. Oui, dans d'autres directions. On va de plus en plus loin dans certaines idéologies, dans certains fanatismes de pensée. Et de plus en plus, les choses qui étaient inacceptables, inentendables il y a 30 ans, 20 ans, deviennent acceptables, etc. Et puis un Éric Zemmour, qui est encore plus virulent qu'une Marine Le Pen, rend Marine Le Pen audible pour beaucoup de gens. Donc la fenêtre d'Overton fonctionne par gradient de radicalité. Il faut le comprendre, il faut l'accepter et si possible le coordonner. Tous les républicains glissent aussi vers là parce que évidemment. La porte est ouverte. Aux États-Unis, c'est terrible. Bon, enfin voilà, donc tu vois ce que j'essaie de couvrir un certain champ. Il y a effectivement donc un besoin de différentes formes de résistance, de différentes modalités de résistance, de différentes radicalités de résistance, à la fois depuis l'intérieur du système et depuis l'extérieur du système. Voilà, il y a tout un tas de choses à mettre en place. Et donc, juste pour clôturer là, donc oui, il y a des affrontements. Le but, c'est pas de ne gêner personne. Hein. Je veux dire, si tu gênes personne, si tu déranges personne, c'est que tu changes pas grand-chose de fondamental. Donc je dis pas qu'il faut aller nécessairement au clash, mais par contre, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas partir du principe qu'il faut pas déranger. Alors là, c'est fini, c'est foutu, quoi. Non, il faut déranger. Là, il faut déranger. Psychologiquement, intellectuellement, culturellement, conceptuellement, et puis dans les faits. Alors juste, l'histoire du temps, on est pressé par le temps. Juste, je vais te dire, cette étude-là qui était assez géniale, que j'ai trouvée, alors je ne sais plus quand elle remonte, mais c'est une étude qui a été menée sur des campus universitaires américains dans les années 80, je crois, il faudrait vérifier. Bon. En psychologie sociale, on demande à des séminaristes, c'était des séminaristes, donc des gens qui voulaient devenir prêtres, ils sont convoqués quelque part à l'université et ils ont un certain temps, une demi-heure ou une heure, je ne sais plus, pour écrire un texte court sur un sujet qui leur est imposé, sachant qu'ensuite ils vont aller lire, faire leur exposé dans une autre salle où des gens les attendent et ils vont juger leur exposé. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et donc on leur donne un sujet. Il y avait, je crois, de mémoire, 3 sujets différents. En fait, 2 sujets, je ne sais plus lesquels, mais qui n'avaient pas d'importance, et un sujet qui était le bon samaritain. Et comment il faut être bon avec son prochain. Et ensuite, une fois qu'ils avaient fini, on les envoyait donc, on leur donnait un plan du campus, on disait, on est ici, il faut aller là, vous passez par là, par là, par là, par là, et c'est là qu'on vous attend pour que vous alliez donner votre exposé. Où se jouait l'expérience ? L'expérience se jouait que sur le trajet, il y avait un complice. Quelqu'un qui avait besoin d'aide. Alors, il pouvait varier le niveau de l'aide. Ça pouvait être quelqu'un qui avait fait tomber ses lunettes. Il dit, j'ai perdu mes lunettes. Ça pouvait être quelqu'un qui avait juste fait tomber ses papiers. Mes papiers, il y en a partout, mes dossiers, etc. Ça pouvait être quelqu'un qui était par terre et qui demandait « Aidez-moi !» Voilà, ça allait loin. Et on regardait qui s'arrêtait.
Est-ce que ceux qui avaient écrit un papier sur le bon samaritain s'arrêtaient plus que ceux qui avaient écrit pas un papier sur le bon samaritain? Légèrement, mais à peine. C'était pas statistiquement très concluant. Donc ils ont essayé différentes configurations pour savoir, mais alors, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui s'arrêtent et qui ne s'arrêtent pas? Et ce qu'ils ont trouvé, qui était la façon de prédire le mieux si les gens allaient s'arrêter ou pas, c'était l'urgence. Il y en a à qui on disait, bon ben allez-y, c'est là, ils vous attendent. Et puis il y en a qui disaient, vous avez pris plus de temps que prévu, là, il faut vous dépêcher, hein, c'est là, mais dépêchez-vous. Bon ben, quasiment tous ceux avec qui on avait dit dépêchez-vous ne s'arrêtaient pas, même quelqu'un qui agonise. Alors que c'est des curés qui ont écrit un truc sur le bon samaritain juste avant, quoi. C'est la servitude volontaire. Hein. Alors que s'ils avaient tout leur temps, ils s'arrêtaient, même pour quelqu'un qui avait juste perdu ses lunettes. C'est de la servitude. On est asservi par cette course en avant permanente et cette sursollicitation cognitive qui ne nous donne pas qui nous ferme en fait, qui nous sature, et le fait qu'on n'est pas ouvert à l'autre, pas ouvert à la vie, pas ouvert à ce qui se passe, on n'a pas le temps, il faut y aller. C'est comme ça qu'on est jugé. C'est comme ça qu'officiellement, dans cette téléologie capitaliste, on a réussi ou pas sa vie. Oui. Mais on ne peut pas avoir un SUV, une piscine, partir en avion à l'autre bout du monde si on ne travaille pas 70 heures par semaine, et si on n'est pas à fond, et si on n'est pas extrêmement agressif avec le reste du monde. Exactement. Si tu prends les escalators, mais que tu attends de monter, tu es un homme fini. C'est nul. Il faut marcher. Il faut monter les escalators. C'est très clair. Le temps, c'est de l'argent. Et donc, c'est là que la résistance est difficile à installer. Il faut pouvoir perdre du temps un vendredi pour venir t'écouter. Oui, mais le but n'est pas de convaincre tout le monde. Oui, mais bien sûr. C'est pas possible. Donc déjà, ça, il faut oublier. Oubliez d'essayer de convaincre tout le monde. Arrêtez de perdre votre temps à argumenter avec des gens qui ne s'y intéressent pas, qui ne veulent pas comprendre. Vous perdez votre temps si vous argumentez. Ils vont contre-argumenter, ils vont sur-argumenter. Plus ils sont intelligents, moins ce sera possible de les convaincre. La seule chose que vous puissiez faire, c'est leur suggérer de regarder une vidéo, un truc facile au début, de lire un truc. C'est leur poser une question. Dis donc, t'as déjà réfléchi à ça? Et s'il se passait ça demain, comment tu réagirais? T'es prêt à ça? On en reparle la prochaine fois qu'on se voit. Et c'est tout. Et tu laisses les gens cogiter. Ça vient pas. Mais arrêtez de perdre votre temps, surtout dans votre famille. Ouais, faut pas se mettre à dos la famille pour ça. Voilà. Et puis pas les voisins non plus, parce qu'on aura peut-être besoin des voisins demain. Voilà. S'ils sont cons, mais il va falloir apprendre à travailler avec les cons. Voilà. Et le con, souvent, c'est vous. Hein. Le con, souvent, c'est soi-même. Je veux dire, aux yeux de l'autre. Donc voilà, il faut apprendre à travailler avec les cons. Non, il ne faut pas essayer de convaincre tout le monde. Il faut juste comprendre qu'aujourd'hui, il y a la possibilité, avec ceux qui sont déjà prêts et ceux qui vont le devenir, d'essayer, d'expérimenter, de mettre en place et de démontrer et de raconter de façon inspirante suffisamment de choses pour que demain, et de connecter suffisamment de choses pour que demain, ça représente un début de filet de sécurité pour accueillir les gens qui auront une bascule dans leur vie, qui seront dépourvus de plan B. Ah ben nous, on en a peut-être un, le plan B pour toi. Et puis pour toi. Et puis pour toi. Puis à la fin, pour la société. Ah ben oui, en fait, tous ces plans B, si on les met en place, si on les met ensemble, bah, c'est un nouveau puzzle, c'est un nouveau projet de société. Je n'ai pas dit que c'était facile, hein. Mais... Tu redoutes pas, quand les approvisionnements indispensables vont commencer à manquer, qu'il y ait des effets de panique, de violence, que la peur tétanise tout le monde, et qu'il y ait des recours... Alors, la peur tétanise certaines personnes, mais la peur tétanise pas plus que ça. Sauf peut-être certains types de peur dans certains moments, quoi. Oui, effectivement, quand tu as le monstre qui apparaît dans le film d'horreur, tu fais... Ah ! Bon, ok, c'est une forme de peur très particulière. Voilà. Mais globalement, là, dans ce type de... Non, ça va pas bloquer les gens, la peur. Ils vont se bouger, les gens. Ils vont faire n'importe quoi. Ils vont faire n'importe quoi si il n'y a pas déjà le plan B. S'il n'y a pas déjà l'ébauche de résilience territoriale. Alors, mais si on l'a, et alors la super nouvelle, c'est qu'on le sait faire, on sait le faire. C'est possible. La preuve, je fais partie des quelques couillons qui l'enseignent. C'est bien qu'il doit y avoir quelque chose. Et il y a des gens que ça intéresse. Pas beaucoup, pas assez. Bon, bref. On peut commencer à construire des résiliences territoriales. Et à ce moment-là, ça fait toute la différence. Je ne dis pas que ça change tout, que ça résout tout, qu'il n'y a pas de violence. Hein, il y en aura. D'ailleurs, ça aussi, c'est quelque chose qui... Il y a beaucoup de gentils transitionneurs qui sous-évaluent peut-être encore un petit peu l'enjeu d'insécurité et de violence. Voilà. Ah oui, il va y en avoir, et il faut s'y préparer. Le problème, c'est qu'on n'est pas tous bien calibrés pour ça. Il y en a qui sont plus calibrés que d'autres. Donc on va aussi avoir besoin de gens pour assurer la sécurité.
Donc ces gens-là, c'est une psychologie un peu particulière en général. Sans vouloir trop développer ma pensée, mais je peux le faire si tu me demandes vraiment, si vraiment tu trouves que c'est important. Il faut à la fois leur donner le pouvoir d'assurer la sécurité et faire en sorte qu'ils n'en aient pas plus. Surtout pas d'autres pouvoirs. Voilà. Parce que sinon, très vite, c'est ceux qui savent assurer la sécurité, intérieure ou extérieure d'ailleurs. Oui, c'est la définition d'une dictature, c'est quand les dominants et les barbares s'associent. C'est là que c'est dangereux. Oui, tu me disais, c'est Dupontel qui disait ça. C'est Dupontel qui dit ça, oui. Non, okay. C'est ça. C'est une façon de le schématiser. Quand même. Voilà, donc des forces de rappel et des garde-fous à penser et à implémenter un peu partout. Ouais. Et puis c'est du tâtonnement. Il n'y a pas le plan B parfait écrit. Déjà, même s'il y avait un plan B parfait pour un endroit, il ne serait pas bien pour l'endroit à côté. Donc, bon, voilà. Donc c'est aussi expérimental. C'est parce que c'est expérimental que, ça ne viendra jamais du haut. Du haut, on peut attendre des grandes... J'ai pas dit qu'il fallait pas rien attendre du politique. Hein. Alors, il y a des choses très importantes du politique. Je ne dis pas qu'il faut désintéresser du politique. Il faut se mobiliser politiquement. Il faut peser sur le politique. Il faut, si besoin, mettre la pression sur le politique. Mais par contre, effectivement, ça va pas suffire d'attendre que ça vienne du haut. Et notamment, quand bien même on aurait un chef d'État demain qui aurait tout compris, la nature de changement qu'il faudrait est tellement profonde et n'a jamais été fait que c'est expérimental. Et c'est totalement irresponsable d'imaginer de projeter un pays entier dans un projet expérimental. Donc ça ne se fera pas. Et c'est pour ça que ça doit s'expérimenter et se valider là où on peut le faire, à l'échelle territoriale, tout en anticipant sur l'agrégation de ce qui aura été validé en un projet de société plus général. On pourrait être suivi par d'autres et de proche en proche embraser la planète. Ce serait l'idée. Embrasser, bien sûr. Arthur Keller, j'avais promis que ça ne serait pas trop long parce que tu as une journée difficile. Je sais que là, maintenant, il faut que tu reprennes la route pour aller à Montbrison. Oui. Tu vas finir. C'est pas difficile, hein. Soir. Non, oui, c'est je pas vais difficile, finir tard. C'est pas difficile, mais j'avais promis que cet échange serait pas trop long parce que je sais que tu as tendance, tu adores parler. Mais non, tu le fais c'est très pas vrai. bien, c'est pas vrai. T'en fais énormément. Je te laisse conclure. Tu me laisses conclure. Bon, ok. Ben, écoute. Ça n'a aucun sens. Je ne veux plus jamais entendre ça. Ça n'a aucun sens de dire tout est foutu. Il est trop tard. Il n'y a plus d'espoir. C'est fondamentalement débile de raisonner comme ça. Ça n'a pas de sens. C'est parce que demain n'est pas un manichéen. C'est pas soit tout continue et tout va bien. Déjà, c'est faux. Tout va pas bien déjà. Soit tout s'arrête et c'est la cata, il n'y a plus rien. Ça n'a pas de sens. Ça va être des choses très différentes, tout un tas de niveaux de grille, si tu veux, une infinité de courbes, de trajectoires possibles qui vont interagir les unes avec les autres. Donc, dans ce gros truc-là, il y a des choses qui sont foutues. Il y en a. Difficile de dire précisément toujours quoi et de faire la liste intégrale de quoi. Et puis des choses qui ne le sont pas, ou pas encore, et qui sont importantes. Tout sur le pont. Tout sur le pont, c'est bon, on va défendre ces trucs-là qui restent à défendre. Ok, oui, il va y avoir des moments difficiles, mais on se bat. Il y a un côté, quelque part, moi je trouve, libérateur du fait que l'on sait maintenant, enfin on sait, si on comprend la systémique, qu'on n'échappera pas à des ruptures de continuité profondes. Bon, on s'y prépare ou pas. Déjà, ça va changer beaucoup de choses. Collectivement ou pas, ça changera encore plus de choses. Et puis surtout, on se prépare mentalement et on se mobilise. Donc chacun à sa manière, mais pour de vrai. On triche pas, on fait pas à la marge de petits trucs pour s'acheter une bonne conscience. Non, on se mobilise vraiment. Voilà. Et donc là, on peut trouver du sens. Par l'action, on retrouve de l'espoir lucide cette fois-ci, pas une vague espérance un peu bizarre dont on sent bien qu'elle est dissonante. Non, un véritable espoir, on le co-construit. Voilà, on s'engage, on y va. Il y a des choses à sauver. Il n'est pas trop tard. Il est trop tard pour ce système, mais pas pour en construire un autre. Et donc, il n'y a plus d'espoir, ça ne veut rien dire. On va construire nos propres espoirs, lucides, en passant à l'action. Ensemble, tous sur le pont. Arthur Keller, merci. Et j'espère merci, Michel Marie. À une autre fois. Merci.